Bonjour, aujourd'hui nous parlons avec Agnès Renard de la drépanocytose, qui est une maladie extrêmement grave et qui touche un nombre considérable de personnes qui se chiffrent en millions. Et notre invitée est Béatrice Garrett, qui est la directrice générale de la Fondation Pierre Fabre, qui est reconnue d'utilité publique. Donc bonjour à vous, merci d'être venu et je vous livre aux questions incisives d'Agnès Renard. Alors d'abord, pourquoi nous avons décidé de parler de drépanocytose aujourd'hui? C'est précisément parce qu'on en parle peu, ou en tout cas on n'en parle pas suffisamment. Pour s'en rendre compte, je vous donne quelques chiffres. C'est la maladie génétique la plus fréquente, surtout en Afrique subsaharienne. On ne retrouve près de 80% des cas de drépanocytose au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, au Cameroun, au Congo, au Bénin, etc. C'est une maladie qui est souvent mortelle, en effet. Un enfant sur deux avant l'âge de 5 ans, si la prise en charge n'est pas parfaite, en meurt. Songez que près de 120 000 personnes, adultes et enfants, en meurent chaque année. Et puis enfin, c'est une maladie, et surtout c'est le plus important, qui est très pénible, en particulier avec des douleurs aiguës, des accidents vasculaires cérébraux ou une anémie grave. Alors, chère Madame Garrett, merci beaucoup d'être avec nous. Qu'est-ce que cette maladie, quelle est cette maladie un peu silencieuse toutefois? Oui, vous l'avez dit, c'est la première maladie génétique au monde. Donc, comment se fait-il que nous ne la connaissions pas plus? Et surtout, elle affecte particulièrement l'Afrique subsaharienne, puisque 1 à 2% des bébés sont drépanocytaires majeurs, avec ce risque sur leur vie. Avant 5 ans, 50% peuvent décéder. Et bien, on a également 15% de la population qui est porteuse du trait génétique qui permet la transmission de cette maladie. C'est ça qui est important et c'est compliqué à expliquer ce que c'est qu'une maladie génétique et comment elle se transmet. Donc c'est important de faire connaître, d'expliquer à la population, mais aussi aux soignants et aux autorités que cette maladie, elle doit être connue pour être mieux prise en charge. Alors pour faire connaître justement cette maladie, vous avez réalisé des spots télévision, des petits reportages en quelque sorte, que vous avez diffusés. On va en diffuser déjà un premier qui explique bien ce qu'est cette maladie. C'est une maladie à vie. Les crises viennent d'un moment à l'autre. Tout le temps, vous êtes stressé. La drépanocytose touche 240 000 nouveau-nés chaque année en Afrique. Un enfant sur deux n'atteindra pas sa 5e année sans prise en charge. C'est la première maladie génétique au monde. Maladie du sang et de la douleur, elle est vue comme une malédiction. Pourtant, des solutions existent. La Fondation Pierre Fabre en fait une priorité. Présente dans 11 pays, elle s'allie à ses partenaires locaux pour sensibiliser, dépister, prendre en charge les patients, former les soignants et soutenir la recherche. Le moment est venu de nous unir face à cette maladie délaissée. Madame Garrett, quel est alors le rôle de la Fondation Pierre Fabre? Et tout d'abord, qu'est-ce que la Fondation Pierre Fabre? Alors, la Fondation Pierre Fabre est une fondation d'utilité publique dont la mission est d'améliorer l'accès aux médicaments et aux soins de qualité pour les pays les moins avancés, les pays émergents, les pays en crise. C'est une fondation qui est issue d'un laboratoire. Tout à fait. Elle a été créée par Monsieur Pierre Fabre, qui est également le créateur des laboratoires Pierre Fabre. Et elle a cette particularité très importante. C'est aussi une fondation actionnaire, puisqu'elle possède 86% du capital des laboratoires Pierre Fabre, ce qui lui assure son autonomie financière, ce qui lui assure les moyens de mener ses actions en faveur de la santé des pays pauvres. Et comment avez-vous choisi alors la drépanocytose? Alors la Fondation a choisi d'avoir un mode opératoire très concret puisqu'elle met en place directement les programmes avec les acteurs locaux, donc avec les hôpitaux, les ministères de la Santé, les associations de la société civile, etc. Et elle a choisi d'intervenir dans des domaines où il y avait de grands besoins et en même temps peu de moyens. Et la drépanocytose est typiquement ce cas, c'est-à-dire maladie très importante, totalement négligée, injustement négligée. Et c'est pour ça que depuis presque 15 ans maintenant, nous avons fait de la lutte contre la drépanocytose un de nos combats principaux, je dirais. Alors, vous portez de nombreux programmes sur la drépanocytose, mais pas seulement. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous organisez la mise en place d'un programme
avec, on verra tout à l'heure divers reportages, mais comment faites-vous? Quelle est la méthode employée? Alors la méthode, c'est d'abord de travailler avec les acteurs locaux, comme je vous le disais. Donc on a aussi des champions dans les pays. C'est comme ça qu'il y a 10 ans, nous avons ouvert les portes du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose à Bamako, qui est un hôpital de jour, mais aussi un centre de formation et j'espère bientôt de recherche. Et c'est le fruit d'un partenariat public-privé avec le ministère de la Santé du Mali. Et il a été à l'origine porté par un professeur d'hématologie, le professeur Dapa Diallo, qui nous a accompagnés dans cette démarche. Et maintenant, c'est un nouveau professeur Babi, qui est à la tête. Et donc, c'est avec toute cette équipe de plus de 50 soignants que nous avons travaillé à mettre en place, effectivement, une prise en charge de qualité au Mali. Mais je vous donne un autre exemple, par exemple au Burkina Faso. Nous avons commencé à travailler avec des hôpitaux et une association de la société civile, le comité d'initiative contre la drépanocytose, qui s'était emparé de ce problème parce que les membres de cette association, c'était des patients drépanocytaires ou des parents d'enfants drépanocytaires. Mais au fil des ans, le ministère de la Santé a pris conscience de l'importance de la maladie et maintenant nous accompagnons le ministère de la Santé pour mettre en place une politique nationale et déployer des actions, non seulement dans quelques centres de santé à la capitale, mais dans l'ensemble en fait, des formations sanitaires dans le pays. La première action qu'il faut mettre en place, c'est une action de dépistage? Alors, la première, il faut faire beaucoup de choses de façon concomitante, mais vous avez raison, le dépistage est essentiel, parce que connaître la maladie, c'est commencer à la traiter. Et on sait très bien que plus on dépiste tôt les enfants, mieux on peut mettre en place les mesures qui leur permettront de surmonter les difficultés de la pathologie. Donc le dépistage néonatal, c'est essentiel. C'est compliqué et c'est cher de dépister dans les laboratoires. Et c'est pour ça aussi que nous menons une action de recherche pour essayer d'estimer, de valider des tests de diagnostic rapide qui commencent à exister sur le marché maintenant. Et nous sommes justement, notamment en ce moment au Mali, nous faisons une étude clinique pour comparer en fait les résultats avec le test de diagnostic rapide chez le nouveau-né, comparé avec le résultat du dépistage en laboratoire. Et si effectivement il y a une concordance parfaite, ça va être un outil pour dépister plus vite, plus d'enfants, et à ce moment-là, les mettre dans un protocole de soins qui sauvegardera leur santé. Ouais. Mais alors, comme c'est une maladie génétique, on n'en guérit pas. Donc vous dites sauvegarder leur santé, c'est-à-dire prendre tout le temps des médicaments. Qu'est-ce qu'on peut faire? Que peut-on faire? Il faut protéger ces enfants parce que l'anomalie de l'hémoglobine fait qu'ils sont très souvent anémiés. Donc évidemment, dans la petite enfance, ils sont plus susceptibles de succomber à des infections. Donc il faut de l'antibiothérapie préventive, par exemple. Il faut mieux les vacciner pour les protéger contre les infections. Après, il faut connaître la maladie pour pouvoir aussi anticiper les signes de la crise et essayer de la prévenir. Donc c'est des enfants qui doivent avoir plus de repos, être mieux hydratés. Et quand une crise survient, une crise vaso-occlusive qui est très très douloureuse, il faut prendre en charge la douleur. Et ça, c'est pas facile dans un continent où l'accès aux antalgiques, en particulier les antalgiques de palier 3 comme la morphine, est parfois difficile. Et là, il faut non seulement s'assurer que effectivement la douleur est prise en charge, prise en compte, mais il faut aussi former les soignants à l'utilisation de la morphine. Peut-être comme chez nous, en France, il y a 50 ans, c'était problématique aussi. Il faut enlever la peur en fait d'utiliser la morphine qui peut devenir addictive par les soignants et leur faire comprendre qu'une bonne utilisation de la morphine, évidemment ça transforme la vie des gens parce que les crises vaso-occlusives ont des niveaux d'intensité de douleur extrêmement importants. Et je veux dire, c'est une grande détresse aussi pour les parents parce que de voir souffrir leurs enfants comme ça pendant des jours, c'est vraiment une des problématiques principales de la maladie. Oui, alors on parle de formation des professionnels de santé, mais aussi entre guillemets, de formation et d'information données aux parents, puisque finalement cette maladie, ce sont des globules rouges qui deviennent fragiles et qui ont tendance à boucher les vaisseaux. Donc il faut informer les parents pour qu'ils puissent emmener leur enfant lorsque c'est leur enfant qui est atteint pour pouvoir consulter, puisqu'on sait que même si c'est une maladie qui est mortelle, on peut vivre avec cette maladie et donc je crois que vous avez des programmes en ce sens.
Tout à fait, mais dans les centres de soins, les hôpitaux où les enfants sont pris correctement en charge très tôt, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de mortalité. Les enfants peuvent vivre, grandir, s'épanouir, avoir une vraie vie digne. Évidemment, c'est difficile, c'est plus difficile parce qu'il y a des attaques sur les différents organes. C'est aussi quelque part un peu un stress test, en fait, la drépanocytose pour un système de santé, parce que vous devriez, en tant que malade, avoir aussi droit à des consultations d'ophtalmologie, de cardiologie, parce que tout est plus fragile, tout est plus difficile. Mais dans un contexte où l'accès aux soins est disponible et de qualité, franchement, ces enfants peuvent vivre et s'épanouir et avoir une vraie vie, étudier, avoir une famille, etc. Donc c'est cette perte de chance qui est importante. C'est-à-dire si on ne dépiste pas, si on ne prend pas notamment en charge, eh ben oui, c'est cette perte de chance de ce capital humain qui finalement est atteint à travers la négligence de cette maladie. Et puis ce qu'il faut aussi dire, ce qui est important, c'est aussi de donner des explications rationnelles et de faire comprendre le mode de transmission de la maladie, qui est compliqué à expliquer. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'interprétations magiques autour d'elle. Quand on ne comprend pas, il faut bien trouver des explications. Et malheureusement, ces explications magiques souvent se font par exemple au détriment des mères. C'est-à-dire on considère que c'est la mère qui a porté malheur à son enfant ou qui est elle-même, je dirais, un peu maudite ou quelque chose comme ça. Et donc c'est important de montrer que ça vient des deux parents. Et est-ce qu'il n'y aura pas, justement, puisque ça vient des deux parents, des tests qui permettraient, je ne sais pas, aux parents d'être testés avant d'avoir des enfants et de savoir si... En fait, c'est très juste ce que vous dites, parce que la seule prévention, si je puis dire, de la maladie, ça serait le conseil génétique. Et ça, il faudrait le faire à l'adolescence, en fait. Il faudrait qu'en fait, que les garçons, les filles, connaissent leur statut. 15% de la population moyenne en Afrique subsaharienne est porteuse de ce gène. Alors, elle n'est pas malade, mais elle est transmetteur. Et donc, en connaissant son statut, les deux se marient, les deux porteurs, et automatiquement, les enfants auront... Non. Alors, une chance sur 4, voilà. Ah. Vous êtes deux parents porteurs. Voilà, une chance sur 4 que l'enfant soit drépanocytaire majeur, ou on dit aussi homozygote, et à ce moment-là, il est malade. Mais il suffit qu'un des deux parents ne soit pas porteur du gène, et la chaîne de transmission s'arrête. Donc ça vaut le coup de le savoir, quoi. Et en fait, la vraie prévention, ça serait ça. Les tests génétiques sont quand même devenus bon marché, à moins que pour cette maladie, ce soit très difficile. C'est exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'actuellement, tester la drépanocytose, c'est encore quelque chose de compliqué. Alors en moyenne, ça serait, dans nos calculs, en hôpital, c'est au moins 10 € par test. Mais c'est plus que le coût, c'est toute la chaîne. Parce que vous testez dans un laboratoire, dans un point fixe. Si on arrive à avoir des tests de diagnostic rapide, c'est-à-dire qui donnent une lecture en 10 minutes, qui ne nécessitent pas d'un environnement de laboratoire, qui peuvent être faits de façon décentralisée, à ce moment-là, on va donner accès à cette information. Et là, je pense qu'on peut vraiment changer la donne. Voilà. C'est pour ça qu'on met un effort particulier en ce moment pour essayer de valider ces nouveaux dispositifs. Alors en attendant de mettre au point ce test qui permettra d'avoir la bonne information par anticipation, vous mettez en place de nombreux programmes et nous allons en voir un qui se déroule au Burkina Faso. Première maladie génétique au monde, la drépanocytose touche environ 240 000 enfants qui naissent chaque année en Afrique subsaharienne. Sans prise en charge, on estime que la moitié de ces enfants décédera avant l'âge de 5 ans. Au Burkina Faso, la Fondation Pierre Fabre mène avec le comité d'initiative contre la drépanocytose un programme de sensibilisation, de dépistage et de prise en charge des malades. Le message que nous voulons faire passer aujourd'hui, c'est d'abord sensibiliser sur la drépanocytose, amener les populations à mieux connaître la maladie, les inviter à faire le dépistage et également les inviter à faire le suivi médical pour améliorer la qualité de vie du drépanocytaire. C'est une maladie qui ne finit pas, c'est à vie, c'est une maladie à vie. Donc on demande les soutiens pour tous les drépanocytaires parce que c'est une maladie vraiment génétique qui nous fatigue. Avec l'appui de notre partenaire de la Fondation Pierre Fabre, nous avons réussi à faire le diagnostic néonatal au Burkina.
Et il y a des parents de drépanocytaires qui ont été dépistés, qui nous disent « Ouf, cette fois-ci, j'ai pu dépister mon enfant à temps. Ce que j'ai vécu avec son grand frère, je pourrais anticiper sur les autres frères. » À l'âge de 35 ans, j'ai su que j'étais drépanocytaire. Je suis là pour sensibiliser, pour dire à beaucoup de personnes de venir connaître réellement la maladie, pour pouvoir aider autres qui ne savent pas, qui ne connaissent pas la maladie. Même mes enfants sont drépanocytaires. Donc, les enfants tombent malades, je ne sais pas comment faire. Mais présentement, dès qu'un enfant est malade, directement, je vais à l'hôpital. Je sais comment m'exprimer pour qu'on le prenne en charge tout de suite. Maladie du sang, la drépanocytose provoque des crises vaso-occlusives extrêmement douloureuses, privant d'oxygène et dégradant les organes comme les reins, les yeux ou la rate. S'ajoute à cela une anémie chronique et des risques importants de faire un accident vasculaire cérébral. Là, il fait sa crise vaso-occlusive. Donc, je vais lui prendre une voie veineuse pour passer les antalgiques afin de soulager sa douleur. Depuis qu'il y a eu la formation sur la morphine, ça nous a appris à traiter la douleur facilement, quoi. Je n'ai pas pu dormir une nuit, donc les douleurs étaient très fortes. Et ce matin, on a décidé de venir voir mon docteur. Vivre avec la maladie, vraiment, c'est pas facile. Ça me met beaucoup en retard dans mes études. Je compte venir en aide aux enfants qui souffrent également de cette maladie. On vit toujours dans l'angoisse. Les crises viennent d'un moment à l'autre, donc tout le temps vous êtes stressé. Dès sa naissance, nous avons fait des examens et on nous a dit qu'elle avait la drépano. Et vite, on est allé aux soins directement pour commencer à traiter. Donc je pense que ça donne le courage à elle et à nous aussi d'affronter les choses. Ça épuise financièrement. Voilà, c'est vraiment socialement où ça pose le problème. Et si toutefois il y a des complications comme l'ostéonécrose qui survient avec une prise en charge au-delà du million, c'est pas évident. Parce que si le drépanocytaire a les moyens, ça va. Mais la plupart n'ont pas les moyens. Il y a de l'espoir parce que j'ai des drépanocytaires qui ont 54 ans. Ce n'est plus le message d'avant où quand on te dépiste drépanocytaire, tu dois vivre 20 ans. Non, le drépanocytaire peut vivre aujourd'hui, au mieux avec sa pathologie. Il peut même faire des enfants, il peut travailler, mais cela suppose quand même un accompagnement. Alors nous l'avons compris, cette maladie, même si elle est gravissime, il y a des moyens d'agir. Ce reportage que vous venez de voir en est la preuve. Les premiers signes apparaissent habituellement à l'âge de 3 mois. L'enfant paraît normal mais présente 3 symptômes principaux que sont l'anémie, qui peut être grave, des infections notamment aux poumons et surtout des crises douloureuses dans le ventre, dans les os. Ces douleurs sont dues à l'obstruction des vaisseaux. Alors, Madame Garrett, vous avez plein de messages d'espoir pour nos téléspectateurs parce qu'avec une prise en charge adaptée, nous pouvons, comme l'a dit cette dame dans ce reportage, vivre en menant une activité scolaire, une activité de travail et en ayant des enfants. Oui, je pense que c'est le message principal à faire passer. Après, ça n'empêche pas qu'il faut essayer de faire diminuer évidemment l'incidence de cette maladie. Et pour ça, notamment au Burkina Faso, on commence à mettre aussi des séances de conseil génétique. Et ça s'adresse en particulier aux adolescents, c'est-à-dire les inciter à se faire dépister et à savoir qu'après, évidemment, leur choix matrimonial reste le leur, mais qu'il soit fait en connaissance de cause. C'est-à-dire que 2 parents porteurs du gène drépanocytaire ont une chance sur 4 d'avoir un enfant malade. Il suffit qu'un des 2 parents ne soit pas porteur du gène et à ce moment-là, la chaîne de transmission s'arrête. Et évidemment, je pense qu'il y aura toujours des enfants drépanocytaires, il faut les prendre en charge, mais c'est aussi bien que la population ait conscience que c'est quelque chose sur lequel elle peut agir.
Quels sont les traitements qui existent aujourd'hui? Si vous nous brossez en 2-3 mots les 3 types de traitements qui existent et qui sont à disposition de toutes les populations. D'accord. Alors d'abord, c'est prévenir les crises et prévenir les infections qui sont effectivement, dans le cas d'un enfant anémié, qui peuvent être mortelles. Donc c'est très tôt une antibiothérapie, c'est une vaccination élargie et c'est le traitement de la douleur, bien sûr, la prise en charge de la douleur. Mais il y a également très souvent la transfusion sanguine qui permet évidemment de monter le niveau d'hémoglobine. Donc beaucoup de patients sont dans des programmes transfusionnels réguliers, et notamment les femmes enceintes en général. Maintenant, on arrive à accompagner une grossesse d'une femme drépanocytaire grâce à la transfusion. Alors, on a également, dans le cas des personnes qui font beaucoup de crises, un médicament qui s'appelle l'hydroxyurée, qui est un cytotoxique, qui est donc pas facile à utiliser, qui demande aussi un suivi très régulier avec des bilans biologiques tous les 3 mois. Mais cette molécule permet quand même de préserver les organes et de prévenir les crises, en fait de faire en sorte que les patients ont moins de crises. Donc ça, voilà comment on peut accompagner au mieux. Après, comme je vous le disais, il faut aussi pouvoir avoir accès à toutes les spécialités pour traiter les conséquences des dégradations de certains organes, les rétinopathies. Il faut faire des fois du laser. Alors, les nécroses de hanches, c'est très difficile. On se retrouve, et ça, c'est très émouvant, parce qu'on voit des adolescents de 16-18 ans qui ont des nécroses de hanches qu'on verrait chez des personnes âgées, c'est nous. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent avoir accès à des prothèses? Comment ils peuvent avoir accès à un renforcement de leur tissu osseux? Enfin, voilà, il y a donc tout ce corps médical qui peut se mettre autour. Après, la guérison de la drépanocytose, c'est pas impossible. C'est compliqué. Alors, dans des pays avec des plateaux techniques très avancés, c'est la greffe de moelle. Donc ça reste très très cher et tout le monde n'est pas éligible. Et puis il y a des espoirs dans la thérapie génique. On commence maintenant à entrevoir ces possibilités-là. Donc c'est aussi un champ d'investigation intéressant qui n'est pas accessible pour l'instant pour les pays du Sud, mais qui le sera, j'espère, un jour. Et quel est le budget de la Fondation? Et quels sont les autres pays dans lesquels vous êtes présents? Alors, on est présent essentiellement en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est, au Liban et en Haïti, qui sont 2 pays en forte crise. Le budget de cette année de la Fondation est de 12 millions d'euros. Et ça vous permet donc de mener des actions pour d'autres maladies également? Tout à fait. Alors, on a d'autres axes d'intervention, notamment on travaille sur l'accès aux soins de dermatologie, à travers la téléexpertise. On travaille beaucoup aussi sur l'utilisation du numérique qui permet d'accélérer l'accès aux soins pour les populations. Donc on fait pas mal de téléexpertise en dermatologie. On travaille aussi avec une population particulièrement vulnérable en Afrique, qui sont les personnes atteintes d'albinisme, pour leur donner accès à des soins justement préventifs et curatifs en dermatologie. On fait beaucoup de formations professionnelles, et notamment la formation des pharmaciens pour renforcer les systèmes de santé et l'accès à un bon médicament. Et puis on travaille aussi en particulier sur des zones où les populations sont dans des contextes de crise ou de guerre ou de conflits qui durent, comme par exemple le Kivu dans la République démocratique du Congo, où on travaille depuis plusieurs années avec le docteur Mukwege, que vous connaissez, donc prix Nobel de la paix, dans son travail pour soulager les femmes victimes, les femmes et les hommes d'ailleurs, mais victimes de violences sexuelles. Donc on travaille avec lui au Congo, mais aussi en Centrafrique. Et on travaille au Liban actuellement, compte tenu de la crise. Ça fait 20 ans qu'on travaille pour renforcer la santé publique, et là en ce moment il y a un challenge énorme avec les difficultés que connaissent le pays. Est-ce que la crise sanitaire que l'on vit actuellement a ralenti la prise en charge? Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a permis des choses positives tout de même? Alors, les choses positives, s'il faut commencer par là, ça serait quand même l'importance du message sur l'hygiène. C'est tout bête, mais se laver les mains, ça a fait baisser des diarrhées infectieuses et des choses comme ça. Donc là, il y a une vraie prise en compte et des nouvelles habitudes, je dirais ça c'est important. Alors après, ce qui est compliqué, c'est que c'est pas parce qu'il y a le Covid que les autres pathologies régressent, malheureusement. Et on a vu quand même qu'il y a une baisse de fréquentation des centres de santé, et certaines maladies sont moins prises en charge. Et toutes les maladies chroniques et les interventions, au nord comme au sud. Et ça, c'est un vrai problème. Il ne faudrait pas non plus que l'effort financier de solidarité du nord vers le sud diminue, parce que nous-mêmes, on est tellement tétanisés par cette crise du Covid qu'on en arrive à baisser notre solidarité. Ça serait vraiment très très grave.
Une dernière question. Une dernière question. On voit comme il est indispensable d'agir en tant que laboratoire Pierre Fabre via la Fondation, mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui, pour être très clair? Est-ce que ce sont des partenariats avec d'autres fondations? Est-ce que c'est l'action de l'OMS? Qu'est-ce qui manque pour changer d'échelle? C'est une excellente question parce qu'on y réfléchit tout le temps. Et en fait, je pense qu'on a une limite à travailler en silo. Alors, le Fonds mondial a été une extraordinaire initiative et ça continue de l'être avec 3 pathologies, sida, tuberculose, paludisme. Mais en fait, dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, il y a plus d'enfants qui naissent chaque année avec la drépanocytose qu'en en ayant le VIH-sida. Et on ne va pas jouer une pathologie contre l'autre, ça c'est épouvantable. Donc à un moment, on ne peut pas rajouter des piliers comme ça, même si tout d'un coup une pathologie devient plus importante que celles qui sont correctement ou mieux financées. Donc à un moment donné, ce qui fait le socle de tout ça, c'est la santé primaire. C'est le premier niveau de santé. Et je pense que le combat qu'on mène actuellement, c'est de dire, dans le paquet minimum d'activités, quand un enfant naît, quand les gens vont au centre de santé, au dispensaire le plus proche de chez eux, il faut qu'on puisse leur proposer aussi le dépistage de la drépanocytose et il faut qu'ils aient la prise en charge basique. Parce que la prise en charge basique, déjà, elle va considérablement changer les choses. Donc on essaye de travailler dans cet esprit, notamment au Burkina Faso avec le ministère de la Santé, mais on a aussi un gros projet avec la République démocratique du Congo pour utiliser 3 régions test de cet immense pays et pour faire en sorte que la prise en charge, elle soit vraiment au plus bas niveau de la pyramide sanitaire. Ce qui n'empêche pas qu'il faille aussi des services de pointe ou des centres de référence, comme c'est le cas du CRLD à Bamako, où là, on va avoir des gens qui vont pouvoir avoir une vision, émettre des protocoles, gérer les complications, etc., et faire de la recherche et de la formation. Mais la prise en charge à la base, et je pense que la structuration et le renforcement des systèmes de santé sur le terrain me semble vraiment le prérequis, parce qu'un système de santé à la base solide, il pourra faire face en fait aux nouvelles problématiques et aux nouvelles épidémies, comme on a eu le Covid, comme il y a eu Ebola, et Ebola n'est pas terminé non plus. Eh bien, c'est un sujet dont nous reparlerons à une prochaine occasion. Merci beaucoup, Béatrice Garrett, directrice générale de la Fondation Pierre Fabre, d'avoir accepté notre invitation à Agnès Renard et à moi. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup.